Madame, Monsieur, rebonjour. La plus grande énigme de l'histoire de l'aéronautique, c'est ainsi que le responsable malaisien des recherches a qualifié la disparition du vol MH370 reliant Kuala Lumpur à Pékin. 15 jours après cette disparition, de possibles débris ont été repérés par satellite. C'est le cas ce matin encore. Un satellite français en aurait repéré. Mais rien ne prouve que ce sont des débris de l'avion. Le mystère plane toujours. Voici à ce stade les données de l'énigme et on se retrouve juste après avec mes invités pour évoquer les hypothèses. Il est minuit 41 ce 8 mars 2014. Le vol MH370 décolle de Kuala Lumpur en Malaisie. Le Boeing 777 transporte 227 passagers et 12 membres d'équipage. Le ciel est clair et les premières 26 minutes de vol se déroulent sans incident. Mais à 1h07 du matin, l'ordinateur de bord qui gère les communications automatiques de l'appareil cesse de fonctionner. Il aurait dû envoyer de nouvelles données à 1h37, mais ne le fera jamais. À 1h19 du matin, alors que l'avion survole la mer de Chine, le message vocal « Tout va bien, bonne nuit » est envoyé à destination du contrôleur aérien malaisien. La voix, attribuée au copilote, semble calme et posée. La suite est troublante. À 1h21, le transpondeur du Boeing, qui permet notamment au radar de suivre sa trajectoire, est coupé manuellement. Plusieurs stations au sol parviennent malgré tout à tracer l'appareil. Celui-ci change de cap et grimpe à 15 000 mètres d'altitude, bien au-delà de la limite autorisée. Il disparaît ensuite totalement aux environs d'1h30 du matin. Un contact est malgré tout repris avec l'appareil à 2h15. Un radar militaire le détecte puis le perd à nouveau au-dessus de la côte ouest malaisienne. Loin, très loin de sa trajectoire initiale. À 6h30 du matin, l'avion qui aurait dû atterrir à Pékin reste introuvable. Mais contre toute attente, il refait surface à 8h11. Un satellite commercial survolant l'océan Indien capte par hasard son signal. Selon les calculs, le Boeing se trouve alors sur une trajectoire à l'intérieur de ces deux arcs. Malgré les moyens colossaux mis en place, personne ne semble avoir la moindre idée de la destination finale du vol MH370. Et on n'a toujours pas d'indication sur cette destination à l'heure qu'il est. Alors, messieurs, on nous répète sans arrêt qu'on est sans arrêt surveillé, qu'on est repérable grâce à nos GSM, aux cartes à puce, aux caméras qui sont partout. Comment est-ce qu'on peut perdre un Boeing qui fait 63 mètres de long et qui fait 300 tonnes? Je pose la question à vous d'abord, Éric Jonker, vous êtes commandant de bord. Moi, ça me semble tellement impressionnant de voir justement qu'un avion d'une telle masse puisse disparaître. On est quand même dans une zone qui est relativement bien couverte et par les radars civils et par des radars militaires. Les communications VHF sont de bonne qualité. Moi qui suis assez souvent dans la zone, je ne vois pas vraiment où on pourrait perdre un tel avion. Donc pas de précision à ce stade, pas d'explication quant à cette disparition? À mon sens, j'ai du mal à croire qu'il ait pu disparaître ainsi. Luc Blendemann, vous êtes spécialiste, vous, de la sécurité aérienne. Alors, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes par les radars? Le radar, techniquement, fatalement, a une limite de fonctionnement. On a des radars de surveillance, on a des radars d'approche. En fonction de la technologie, ces radars voient un objet à une certaine distance. Au-delà de cette distance, il est invisible. En Atlantique Sud, par exemple, la partie centrale au-dessus de l'océan n'est pas couverte par des radars. Ici, l'avion, effectivement, dans la zone entre Kuala Lumpur et le Vietnam, doit être couverte par le radar. Une bonne couverture, effectivement. Mais à partir du moment où il part de cette route, s'en va vers l'océan, à partir d'un certain moment, effectivement, il est possible qu'il ne soit plus suivi par le radar et donc il disparaît. Nous avons un téléspectateur qui nous dit que je sache, les radars continuent de voir les appareils. Sinon, une attaque serait bien facile, il me semble. Donc, c'est pas vrai. Les radars, parfois, peuvent perdre la trace même d'un Boeing qui ressemble à un immeuble. Hein. Il faut voir ce qui regarde le radar. Oui. Effectivement, en Europe, on a une excellente couverture radar. Mais ici, lorsqu'on va vers l'océan, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas. On a beaucoup parlé, on l'a entendu dans le reportage, là on a beaucoup parlé du transpondeur, des ACAR, qui sont ces systèmes de communication codés. Est-ce qu'il est possible que tout cela tombe en panne en même temps? Patrick Anspach, est-ce que c'est envisageable? On a parlé de l'hypothèse d'un incendie à bord de l'avion. C'est possible, ça?
Effectivement, c'est une des hypothèses qui circule le plus pour l'instant. Ce serait effectivement un incendie à bord qui donc, à ce moment-là, pulvériserait les fusibles et éteindrait un petit peu tout. Il est possible aussi qu'à ce moment-là, il y ait eu un demi-tour, c'est-à-dire que les pilotes auraient essayé de trouver un aéroport de diversion. Et puis, il y aurait peut-être une intoxication. Tout ça, évidemment, est au plus grand conditionnel. Et l'avion aurait continué en pilotage automatique jusqu'à épuisement des carburants, par exemple. Auquel cas, il serait quelque part dans l'océan, mais où c'est évidemment très problématique. Mais l'incendie couperait tous les systèmes de communication. Oui, je dois reconnaître que, point de vue technique, j'ai entendu tout et le contraire. Dans un premier temps, on me disait que, par exemple, les systèmes à karst de transmission des données pour savoir s'il y a des anomalies dans les systèmes, etc., sont impossibles à éteindre. D'autres m'ont dit, mais non, pas du tout, il suffit d'ouvrir la boîte à fusibles et enlever le fusible à karst et hop, il n'y a aucun problème. De même, on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que volontairement on enlèverait le transpondeur? Il paraît que c'est important parce que quand on est au sol, il faut le faire, ça fait partie des checklists, etc. Donc, d'une manière générale, moi, ce qui m'inquiète, c'est la confusion dans les informations que l'on reçoit. Aussi bien, puisque vous parlez des hackers, le Rolls-Royce avait annoncé que pendant 4 heures, ils avaient encore reçu des informations. Et puis Malaysia Airlines a dit non, c'est pas du tout le cas. Impossible à vérifier, évidemment. Donc ça veut dire quoi, qu'on ne nous dit pas tout? Probablement qu'on ne nous dit pas tout, ou bien que les sources sont tellement croisées qu'on dit tout et le contraire juste après. Éric Jonker, vous qui connaissez bien ce type d'avion, un incendie, ça coupe tous les systèmes de communication? Je précise, je suis commandant de bord sur 747 et pas sur 777. Mais c'est différent, c'est très différent. Le 47 à 4 moteurs, le 777 est une version plus récente. C'est un avion qui est sorti des lignes de production dans les années 80, donc avec une technologie un peu plus moderne. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que navigant, moi, si j'ai un feu à bord, je me protège d'abord en mettant de l'oxygène, et si j'ai des passagers, donc je veille à ce que les passagers aient leur oxygène pour qu'on puisse survivre. Après ça, il y a des procédures de secours. Je peux également appeler à l'aide par différents moyens. J'ai ma fréquence radio avec laquelle j'étais occupé avec le centre de contrôle. J'ai ma fréquence de détresse. J'ai également moyen de communiquer avec le sol par la CARS, qui va lui continuer à émettre. Bien sûr, si on coupe la CARS, le sol n'est plus en contact avec moi. Par contre, les moteurs continuent à émettre via le SATCOM. Donc, ceci tendrait à dire que ce que Rolls-Royce disait, c'est que les informations que les moteurs ont continué à émettre ont été émises par un troisième système de communication via satellite. Et les ACARS, si vous vous rappelez, c'est un système de communication codé, c'est ça? Oui, c'est codé, ça me permet d'obtenir des informations. Je peux communiquer avec ma compagnie aérienne, je peux recevoir des informations météo. Alors, un mail de Françoise de Spa qui nous dit ceci: on a localisé Ben Laden grâce à son GSM. C'est pas tout à fait vrai, cela dit. Mais ici, on ne retrouve pas la trace de 229 téléphones, tablettes, etc. appartenant aux passagers que nous cachetons. Claude Moniquet, vous qui êtes expert en terrorisme et en contre-terrorisme, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Il y a 229 passagers qui ont des moyens de communication et puis voilà, ils disparaissent. Oui, c'est une des questions effectivement le fait qu'il n'y ait pas eu un seul coup de téléphone dans toute cette affaire est une question qui a occupé les médias depuis le début. On se rappelle que quand les vols avaient été détournés aux États-Unis le 11 septembre, celui qui s'est écrasé en Pennsylvanie, les gens avaient téléphoné. Mais il y a plusieurs questions techniques. L'altitude, la vitesse de l'avion peuvent expliquer que la communication ne peut pas se faire. Pour que le GSM puisse communiquer, il faut qu'il capte un signal d'une tour GSM, d'une tour téléphonique. Et au-dessus de 3500 mètres et au-dessus de 250 km/h, je crois, c'est impossible. Donc voilà une des explications. Après, il est probable que les gens qui avaient des téléphones, si l'avion est descendu et a changé de vitesse, n'étaient plus en mesure physiquement de téléphoner. Soit intoxiqués, soit sous la menace, soit ça, on le saura peut-être un jour. Mais peut-être effectivement qu'on ne saura rien aussi. Tout dépend d'une question, est-ce qu'on retrouvera l'épave de l'avion ou pas? Alors on en vient aux hypothèses, mais d'abord le point de vue du psychologue. CNN par exemple suit minute après minute les détails
détails de cette affaire. Ils ont même reconstitué un cockpit dans le studio. C'est le mystère qui passionne Dimitri Ekin. Tout à fait. L'être humain est programmé pour comprendre. Et donc là, on est dans un mystère total, dans une espèce d'énorme cluedo aéronautique. Et donc chacun y va de son hypothèse, on cherche la vérité. Et puis évidemment, ça alimente beaucoup les fantasmes des uns et des autres. Chacun y va de son hypothèse. Hier, j'ai un ami qui me disait encore, peut-être qu'au fond, ces 250 passagers ont payé leur place pour fuir leur pays, aller se mettre à l'abri, et que tout ça est organisé par je ne sais qui. Vous voyez, chacun fantasme. Ça devient du roman, quoi. Ça devient un roman, oui. On est aux frontières entre la réalité et la fiction. Rappelez-vous la série Lost, ben là, on est dedans. Oui, et on voit des thèses conspirationnistes Bien sûr, qui remontent à la surface. C'est ça, voilà. D'ailleurs, il y a un mail de Stewart de Waterloo qui nous en parle. Est-il techniquement possible, dit-il, au niveau des données émises par un appareil, d'en changer la carte d'identité? Par exemple, de faire passer un 777 pour un 737 aux yeux des contrôleurs aériens. Si oui, n'est-on pas face à un détournement qui viserait à préparer l'avion pour un attentat? Les 20 spécialistes présents à bord du MH370 pourraient avoir été enlevés dans ce but pour brouiller les pistes d'un futur attentat. Alors, Claude Moniquet, les 20 spécialistes, là, il faut peut-être expliquer, ce sont 20 ingénieurs d'une société américaine qui s'appelle Freescale et qui est spécialisée dans la communication, le guidage de missiles, la guerre électronique. Oui. C'est inquiétant. Oui, mais il y a aussi des ingénieurs de Huawei, le chinois de la téléphonie, qui sont à bord. Il y a certainement des tas d'autres gens très intéressants qui étaient dans cet avion. La réalité, c'est qu'en fait, on a très peu d'informations, à la fois sur les passagers eux-mêmes, sur le cargo. On ne sait pas ce qu'il y avait dans le cargo. Peut-être que l'explication est là. Peut-être qu'il y avait une valise avec 300 millions de dollars de diamants dans la cale et que c'est un détournement criminel. Ah oui, une piste criminelle. Pourquoi pas, pas. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce que les Malaisiens, il faut bien le reconnaître, les Malais ne communiquent pas avec une grande ouverture. Ce sont eux qui sont en charge de l'enquête juridiquement, puisque la compagnie était malaise, on a les informations au compte-gouttes. J'imagine qu'ils sont un peu plus corrects avec leurs partenaires officiels et avec les pays qui sont mêlés à l'enquête, comme les États-Unis, comme le FBI, mais la réalité, c'est qu'on a très peu d'informations. Mais vous, quelle est l'hypothèse que vous privilégiez? À ce stade, ce ne sont que des hypothèses. L'hypothèse terroriste est recevable, dans le sens où un début d'exécution, disons, qui après aurait peut-être mal tourné, dans le sens où on sait de manière sûre qu'au début des années 2000, donc il y a une dizaine d'années maintenant, il existait en Malaisie une équipe de 5 personnes qui étaient prêtes dont un pilote, qui était prête à détourner un avion et à l'utiliser comme ça a été fait le 11 septembre. Ça, c'est une certitude. Il y a un témoignage qui existe d'un homme qui s'appelle Sajid Badat, qui a été condamné à la prison en Grande-Bretagne, qui a collaboré avec les autorités et qui, il y a un an, donc bien avant l'affaire du NH370, avait fait ce témoignage au cours d'un procès aux États-Unis. Donc, c'est relativement prouvé. Aujourd'hui, cet homme est toujours en prison? Aujourd'hui, comme il collabore avec les autorités, il a été libéré de manière anticipée. Il vit quelque part en Grande-Bretagne. Il vient de témoigner dans un autre procès la semaine dernière par vidéoconférence. Et donc la piste terroriste est une piste crédible? Est une piste crédible. Et on pourrait comprendre aussi que si elle est vraiment crédible aux yeux des autorités malaises, ils fassent tout pour la cacher. Les Malais n'ont pas du tout envie qu'on décrive leur pays comme étant un sanctuaire du terrorisme islamiste ou autre d'ailleurs. Ils ont très peur de cette question d'image. Donc ça pourrait expliquer la rétention d'informations. Mais ce n'est qu'une hypothèse. On visualise sur cette carte, si vous voulez bien, le demi-tour qui a été effectué par l'avion. Luc Blendemann, là, c'est un acte volontaire qui prouve qu'il y a eu détournement. On ne peut pas faire demi-tour comme ça par hasard. Effectivement. Donc, pour autant que ces informations soient validées et qu'effectivement elles soient vues par les radars, faire demi-tour en tant que pilote, faire demi-tour, ça veut dire j'ai un problème et je quitte ma route normale et je vais autre part. Si on a un problème de type technique, on peut très bien décider d'aller atterrir à l'aérodrome le plus proche. Ah, je confirme. En cas de problème de ce genre, comme la fumée est évoquée, je suis malais, je connais bien mon pays, je fais demi-tour, je me rapproche d'un aéroport que je connais et je multiplie les chances de me poser de façon de succès, quoi. Donc même en faisant demi-tour, finalement, le pilote se rapproche d'une piste d'atterrissage. C'est une possibilité. Alors, je suis ce raisonnement du demi-tour pour aller me poser dans un aéroport que je connais, mais ce qui m'interpelle, c'est que je ne programme pas mon transpondeur avec le code de détresse.
Même si je ne suis plus en mesure de parler à la radio parce que ma radio a brûlé ou mes câbles ont brûlé, je peux encore communiquer par le transpondeur où là j'affiche le code de détresse qui est 77 mais encore faut-il qu'il fonctionne, non? J'ai difficile à croire que tous mes systèmes brûlent en même temps et que je sois vraiment rendu à voler un avion à l'aveugle. Et pour vous, quelle est l'hypothèse la plus plausible? Sachant qu'il y a 634 possibilités de pistes où je pourrais aller me poser, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'avion ne serait-il pas posé quelque part et on l'attend? Ah oui, vous y croyez toujours? Vous pensez que l'avion pourrait être caché alors? C'est une hypothèse qui est possible. Parce que, bon, finalement, les objets qui ont été retrouvés dans l'Atlantique Sud, c'est interpellant. Ce sont des images qui proviennent de satellites. Mais des containers de cette taille-là qui flottent dans les océans, mais vous en avez des dizaines et des dizaines. Donc, pourquoi se focaliser sur ceux-là qui ont des tailles identiques à des grands containers que les navires, parfois, perdent et qui flottent? Poser un Boeing 777, ça demande quand même une piste relativement longue, j'imagine. Ça dépend si on doit redécoller après. Parce que si c'est juste pour atterrir, ça suffit, effectivement. Oui. Il y a un certain flou. On ne connaît pas la masse au décollage. On ne connaît pas la quantité de carburant que le pilote a choisi d'embarquer. Tout ça, ce sont des facteurs qui changent d'un vol à l'autre, d'un type de 777 à l'autre. Donc, une fois que nous aurons tous ces chiffres et qui seront avérés, on pourra voir quel était le rayon d'action véritable de l'avion, parce qu'on a évoqué qu'il aurait été jusqu'en Somalie. Donc, c'est une possibilité qu'un 777, c'est une distance que le 777 peut parcourir. Il a assez de carburant pour aller jusque-là. Mais on n'a pas le chiffre de départ. Exactement, on n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre de départ. Donc, tant que je n'ai pas l'emport en carburant qui existe, qui est quelque part dans les bureaux de la Malaysian Airlines, je ne peux pas vous dire jusqu'où est-ce que l'avion était capable de voler. Donc, pour vous, toutes les hypothèses sont encore possibles à l'heure qu'il est? Bien sûr, et les données sont disponibles, bien entendu, pour les enquêteurs malais. Pour prendre ce point-là, il est intéressant de savoir, l'emport en carburant doit être suffisant pour aller à Pékin. Bien, donc ça veut dire autant de carburant. Combien de carburant a été pris effectivement par le pilote, c'est également une donnée factuelle qui est disponible par les autorités malaises. S'il y a une divergence entre les deux, ça peut donner une piste. Bien sûr. Mais c'est une information qu'on n'a pas. On se trouve avec un puzzle de 5000 pièces, avec 5 pièces, et on essaye de rationaliser ce que l'on voit. Et on peut être tout à fait à côté de l'explication. C'est ça le flou qui est gênant, en fait. C'est ça qui est gênant. C'est qu'effectivement, ces données-là qui ont été précisées à l'instant n'ont pas été données par les autorités malaisiennes. Et on se demande bien pourquoi. Oui, alors pourquoi aurait-elle intérêt à cacher des données? Vous voyez une explication à ça? Donc Maniquet? Moi, je crois qu'il y a deux facteurs qui pourraient expliquer ça. Le premier, c'est effectivement, si c'est lié à une piste criminelle ou terroriste, c'est quand même assez gênant pour les autorités de reconnaître qu'ils se sont fait voler un avion par des terroristes ou des criminels. Bon. Et deuxièmement, il y a un facteur économique. La compagnie Malaysian Airlines ne va pas très bien. Il est évident que cette affaire-là pourrait être, si elle tournait encore plus mal, un des clous de son cercueil. Donc je ne pense pas non plus que les autorités malaises aient fort envie d'avoir une faillite comme celle-là. Je peux vous poser une question. Vous parlez de terrorisme par rapport à la Malaisie, mais compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de Chinois à bord, le terrorisme chinois lui-même... Bien sûr, ça peut être... D'ailleurs, on l'avait évoqué, mais la piste a été abandonnée. Ça aurait pu être des terroristes ouïghours, comme ceux qui ont massacré 30 personnes dans une gare il y a quelques semaines. Mais de toute façon, si c'est du terrorisme, on est très probablement en face d'une faction proche d'Al-Qaïda. Et si c'est une faction proche d'Al-Qaïda, ça peut aussi bien être des Malais qui voulaient, par exemple, tamponner la tour Petronas à Kuala Lumpur, qui est une des plus hautes du monde, ou des Chinois, ou des gens qui veulent attaquer une cible quelque part au Moyen-Orient. Le spectre des perspectives est énorme. La seule chose qu'on peut dire, je crois, c'est que si c'est un acte volontaire, qu'il soit criminel ou terroriste, il sous-entend une telle préparation et une telle technicité, trouver des pistes, se poser, et puis si on veut redécoller, trouver 100 000 litres de kérosène, l'amener sur place, groupe électrogène, etc., des techniciens, des pilotes, ça veut dire qu'on est fatalement en face de quelque chose d'énorme. Si c'est volontaire, on est en face d'une affaire criminelle ou terroriste de très grande ampleur.
Vous n'êtes pas très rassurant. Non. Dimitri Equin, on a évoqué aussi le coup de folie du pilote. Bon, Ben ça oui. s'est déjà vu, ça. Tout est envisageable et c'est Ouais. ça qui est intéressant, c'est que personne ne brade aucune piste. Mais voilà, c'est de nouveau une hypothèse qui est très difficile à vérifier à ce stade-ci. En tout cas, ça ne va pas faciliter l'état de stress des gens qui ont peur de prendre l'avion, hein, tout ça. Aujourd'hui, quand on monte dans les avions, quand on se dit qu'un avion peut disparaître comme ça, c'est inquiétant. Ça fera du boulot pour les Ah psys. oui, oui. Alors, parlons un peu de ces débris qui ont été repérés là depuis quelques jours, très loin de la route initiale. Est-ce que cet avion aurait pu continuer sa route en pilotage automatique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant? Éric Jonker, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, s'il y a vraiment eu feu à bord dû à ces batteries, donc ça c'est l'info qui date de ce matin, je veux tordre le cou à l'idée que suite à un feu de ces batteries lithium, que l'avion puisse encore voler pendant près de 6 heures. Le feu provoqué par ce genre de batterie est d'une intensité vraiment énorme. Je vous rappelle qu'un avion de l'UPS s'est crashé à Dubaï il y a 3 ans à cause d'un feu batterie. Mais c'est un avion cargo. Donc ce genre de batterie maintenant doit être transporté dans un avion cargo. Ce qui est inquiétant, ce sont les révélations de la Malaysian Airlines qui datent de ce matin, qui ont avoué avoir omis de citer cette cargaison précédemment. Maintenant, si vraiment il y a eu un feu batterie, le feu aurait été d'une telle intensité qu'il aurait percé la carlingue et cet avion jamais n'aurait volé 8 heures. Donc cet avion, les débris n'auraient pas pu arriver jusque-là, à moins qu'il ne soit charrié par l'océan. Mais pas sur des milliers de kilomètres. Mais il y a eu pour répondre à votre question plus précisément, il y a eu un cas d'une compagnie grecque, Flash Airlines, qui, je ne vais pas entrer dans les détails, à un moment donné, tout l'équipage s'est retrouvé inconscient, les passagers aussi, sauf un steward, mais ça n'a servi à rien. Et l'avion a continué sa trajectoire à destination de la Grèce. Là, il était programmé pour tourner autour de l'aéroport de destination en attendant qu'on change les paramètres de vol. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce que le carburant soit épuisé et il a craché. C'est une histoire qui s'est passée tout à fait réellement, donc c'est faisable. C'est faisable. Un problème de pressurisation. Et d'ailleurs, quelle que soit l'issue de ce dossier, il est très important que l'on retrouve au moins des pièces, de préférence aussi les boîtes noires, parce que de toute façon, toute l'histoire de la sécurité aérienne dans le monde est due à l'expérience. On a retenu de ce qui s'est passé de manière tragique dans le temps. Justement, et ici, si on ne sait pas, il y aura toujours une inquiétude et une incertitude. Justement, Luc Blendemann, est-ce que ce mystère va modifier certaines choses en matière de sécurité aérienne, à votre avis? Effectivement, donc je confirme ce que vous dites. L'aviation a avancé à coup d'accidents. Et en fait, cet événement ici agit un peu comme une piqûre de rappel sur le Rio-Paris. Donc les collègues français ont fait l'enquête, ont retrouvé l'épave, ont retrouvé les boîtes noires. Il a fallu 2 ans pour retrouver les boîtes noires. 22 si mois, oui. Absolument. Il y a un rapport qui a été établi avec une vingtaine de recommandations de sécurité, dont certaines, justement, parlent d'une meilleure facilitation de recherche en mer. Parce que une recherche d'une épave en mer, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et coûteuse. Extrêmement coûteuse. Et ici, je dirais, on est mal parti, parce que ce qui compte, c'est la rapidité, trouver rapidement l'endroit dans lequel, je dirais, la zone dans laquelle l'avion s'est écrasé, de lancer des bouées, savoir comment les courants se déplacent, de façon à pouvoir retrouver l'épave. Pour vous, il s'est écrasé? L'avion ne vole plus. Très probablement. A-t-il volé un jour d'ailleurs, finalement? C'est une belle conclusion, on en restera là et on continuera bien entendu à suivre les développements ultérieurs. Merci messieurs et tout de suite, on retourne sur Terre avec la politique belge. Quand
les partis s'envoient des chiffres à la tête, difficile pour les électeurs d'y voir clair. Alors, ne serait-il pas temps de clarifier, d'évaluer le coût des promesses électorales? On en a parlé cette semaine à la Chambre, mais est-ce faisable? Qui pourrait procéder à ces évaluations? Les électeurs que nous sommes seraient-ils plus éclairés pour autant? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec les représentants des différents partis politiques, avec aussi nos spécialistes. Robert Terhulg, vous êtes docteur en droit et en sciences économiques. Pour vous, ce serait une bonne chose qu'on puisse évaluer le coût et les bénéfices des promesses électorales? Écoutez, on est dans un monde aujourd'hui où, en termes de marché, on essaye d'avoir des transparences et de l'information. Et si effectivement, même dans les services financiers ou dans les biens des services, vous avez des publicités mensongères, il y a des sanctions. Pour vous, ce sont des publicités mensongères? Alors, le véritable problème qui se pose, c'est de voir en termes politiques. Il est évident que l'on s'aperçoit qu'il y a de la démagogie et que certains partis et certains politiques sont tentés de dire n'importe quoi et d'aller dans le sens du poil du public. Et qu'à ce moment-là, ils sont incapables, lorsqu'ils auront le pouvoir, d'assumer. Et donc la publicité est mensongère. Ah oui. On ne peut pas concevoir des sanctions en disant, comme pour un produit, celui qui a fait cette publicité mensongère sera sanctionné, parce qu'après ça, vous avez l'immunité. Donc je crois qu'il serait sain, effectivement, d'imposer aux gens de dire comment ils vont y arriver. L'idéal serait d'avoir le bureau du plan ou des services spécialisés économiques qui existent, qui noteraient la faisabilité des projets. Parce qu'il y a des projets qui sont totalement irréalistes. Prenez simplement quand on a baissé l'âge de la pension. On a trompé le public. On savait qu'il serait impossible d'assumer cela. Et on le savait scientifiquement. Mais là, les scientifiques ont beau le dire, ont beau l'affirmer, ça sert strictement à rien. Bernard Durion, passer finalement les programmes au détecteur de mensonges, hein, c'est un peu ça qui a été suggéré. Et est-ce que ça vous paraît, vous, réalisable? Personnellement, je ne le pense pas. Et je crois que c'est non seulement non réalisable ou peu réalisable, mais c'est également non désirable. Ah bon? Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement avoir une évaluation à court terme, sans analyser les conséquences de long terme des politiques qui sont proposées. Or, que ce soit sur le plan fiscal ou autre, les politiques sont des politiques de long terme. Elles font ressentir des effets sur l'économie à long terme, sur l'emploi, sur les dépenses des ménages et ainsi de suite. Et ce que je crains, c'est qu'une évaluation, elle va vite. En un mois ou deux avant les élections, donne des résultats qui seront superficiels, qui ne seront pas justifiés, que les partis immédiatement pourront contester, et la situation sera encore pire vraisemblablement que s'il n'y a pas d'évaluation. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent quand même être évaluées assez facilement? Allez, tous les partis ou presque proposent d'augmenter la quotité exemptée d'impôts. Donc jusqu'à quelle tranche est-ce qu'on ne paye pas d'impôts? Bon, ça j'imagine qu'on peut en évaluer le coût, le manque à gagner pour la sécurité sociale, non? C'est pas facile à faire, ça? C'est facile à faire, on peut le faire à court terme, bien entendu. On a des statistiques pour le faire. Le problème est celui des changements de comportement des contribuables. Je vais prendre un exemple. Au début des années 2000, il y a eu deux grandes réformes fiscales. Une de l'impôt des personnes physiques, une de l'impôt des sociétés. 2001-2002. Ces réformes étaient échelonnées dans le temps, notamment la réforme de l'impôt des personnes physiques. Si on avait calculé en 2000 ou en 99 le coût de cette réforme, on aurait dit vraisemblablement elle est coûteuse. J'ai repris les chiffres de l'évolution du rendement de l'impôt des personnes physiques entre 2000 et 2007, avant la crise de 2008. Mais chaque année, le rendement de l'impôt des personnes physiques, malgré la réforme entreprise, déjà l'augmentation des quotités exemptées d'impôts, la réduction des taux marginaux, malgré cela, les recettes fiscales des pouvoirs publics augmentaient. Alors on peut dire, bien entendu, sans la réforme, la fiscalité aurait vraisemblablement, ou les recettes fiscales auraient augmenté plus, je n'en suis pas sûr. Il faut savoir que les agences économiques réagissent à l'impôt, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises. Il y a une différence très nette entre qui est censé payer l'impôt et qui le paye effectivement. Ce sont des modèles très compliqués. Moi, je crains que réagir à court terme provoque des réactions finalement non désirables et des résultats superficiels. Alors, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Hein. Est-ce que votre parti, on viendra dans les détails après, mais est-ce que votre parti aujourd'hui est favorable à cette évaluation des programmes, des promesses électorales? Jacqueline Galland.
Oui, Charles Michel a été le premier de toute façon à proposer que la réforme fiscale soit soumise au bureau à la Cour des comptes. Et donc, oui, évidemment, nous sommes tout à fait favorables. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire pour crédibiliser l'ensemble des programmes qui sont proposés par les partis politiques et pour éviter justement ce que monsieur a dit au départ, d'avoir finalement des propositions les publicités tout à fait mensongères. Allez, oui ou non, Benoît Sorek? Oui, nous sommes tout à fait favorables. Nous sommes d'ailleurs co-signataires de la proposition au Parlement et on espère qu'elle sera encore votée avant la fin de la législature, même s'il ne faut pas tromper les gens. Je ne pense pas qu'on la mettra en œuvre pour cette élection-ci. Ça, on va en parler. Mais au moins qu'on ait des avancées dans ce domaine-là. Oui, Didier Gossuin. Oui, bien sûr, mais on aurait pu le faire. Il y a une commission mixte finance qui s'est créée début 2013. Pourquoi attendre un mois avant les élections? Le travail aurait pu être fait en commission des finances, il n'a pas été fait et la majorité s'est même divisée là-dessus. Ce qui montre que leur intention aujourd'hui positive est à prendre avec des pincettes. On y revient, heureusement que j'ai dit oui ou non. Zoé Genot. Mais donner un outil de plus aux citoyens pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'on propose exactement et quels seront les effets, oui. Mais faire tout n'importe comment, maintenant, à la va-vite, là, je pense que ce serait aussi tromper les citoyens. Christophe Lacroix? Alors oui, on ne sommes vraiment pas opposés, que du contraire. Et évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on le fasse de manière concrète et globale. Donc, comme vous l'avez dit, il faut voir les aspects microéconomiques, mais macroéconomiques, voir si ça sert effectivement à la relance pour l'emploi, si ça sert vraiment à la protection sociale. Donc, il y a toute une série d'effets, à la croissance. Donc, au-delà, par exemple, de la réforme fiscale et de les économies pour les citoyens et ce que ça va coûter à l'État, il y a toute une série de faits qu'il faut examiner. Et donc, nous sommes partisans d'une étude globale pour cela. Belle unanimité, puisque tout le monde est... Tout le monde a changé de position. Ah non, non, non. Moi, je suis... Nous sommes pour, Madame Galland. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Galland? Le PS ne voulait pas une évaluation globale, justement. Il voulait uniquement que la réforme fiscale soit soumise à cette évaluation. C'est la dernière proposition de Paul Magnette. C'est tout à fait faux. C'est soumettre en tout cas les projets de réforme fiscale. C'est tout à fait faux. Donc ce que Mme Galland dit, c'est tout à fait faux. Il fallait venir en commission, monsieur Lacroix. Ça, c'est l'écran de fumée. C'est l'écran de fumée que le MR fait. Donc il se dit, on va faire tout le programme électoral, alors qu'on sait très bien qu'il faut 3 mois minimum pour le faire. Aux Pays-Bas, ils le font. Ça demande 3 mois et 85 personnes. La BNB que nous avons auditionnée, la Cour des comptes, le Bureau du Plan, le Conseil supérieur des finances nous ont dit que c'était impossible. Donc, effectivement, le MR préfère que l'on examine l'ensemble des programmes politiques pour montrer que c'est infaisable, impraticable, pour enterrer la réforme, alors que nous avons proposé, avec d'autres partenaires de la majorité, y compris Écolo d'ailleurs qui était présent aux réunions, le MR n'y est pas toujours, de focaliser sur un plan qui est la réforme fiscale. Pourquoi? Parce que la réforme fiscale, c'est l'une des priorités de l'ensemble des partis politiques. Voilà, et on promet ici Monts et Merveilles. Donc ces chiffres, j'imagine qu'on peut les vérifier. Le MR propose Monts et Merveilles et la KUL, qui est quand même une université importante, a démontré que la réforme fiscale du MR allait coûter 15 à 20 milliards d'euros. Allez, brève réponse de Jacqueline Galland, parce qu'on ne va pas faire le débat entre vous deux. Premièrement, la KUL a dit elle-même que ces chiffres, son analyse n'était pas bonne, vu qu'il s'était basé sur un article de presse et qu'il n'avait pas les bons moniteurs pour analyser sa réforme. Et la KUL l'a dit ouvertement. Oui. Deuxièmement, par rapport à la réforme, à l'analyse, nous voulons vraiment l'analyse complète des programmes électoraux. Si je prends un cas très concret, le PS a proposé la gratuité des repas scolaires dans les cantines. Ça coûte 230 millions. Eh bien, moi, je voudrais savoir comment on va financer ça. Est-ce qu'on va encore piocher dans les communes et donc, in fine, mettre des impôts supplémentaires aux citoyens? Et donc, moi, je voudrais avoir vraiment des réponses par rapport à tous ces gestes, ces cadeaux électoraux qui sont offerts par le PS. Moi, je voudrais vraiment qu'on budgétise toutes ces propositions. Bernard Jurut, on vient de le rappeler, la KUL s'est livrée à une analyse, effectivement, de la réforme fiscale proposée par le MR. Plus globalement, est-ce que les universités ne peuvent pas faire ça? Vous avez déjà eu des demandes dans ce sens-là? On a eu des demandes dans ce sens-là assez récemment. J'étais concerné, comme était concerné un collègue juriste et deux collègues politologues. On s'est réunis, on a décliné l'invitation, d'une part parce qu'on ne dispose pas des bases de données dont disposeraient des administrations telles que le service d'études des finances ou la Banque nationale ou le Bureau du Plan. Donc ce qu'on peut faire, c'est émettre des considérations du type de celles que l'on peut émettre ici, distinguer le court terme du long terme, les effets que la fiscalité a sur le comportement des entreprises, des ménages et ainsi de suite. Mais ça n'éclaire pas vraiment les lecteurs. Ça n'éclaire pas vraiment les lecteurs, mais lui donner un résultat de court terme sans le justifier, en disant mais si rien ne change,
le coût de la mesure est d'autant, je crois que c'est le tromper tout autant. Parce que si les partis proposent des modifications de la fiscalité ou d'autres mesures de politique économique, c'est parce qu'ils espèrent obtenir des changements et par conséquent l'impact sur la base imposable. Or là, M. Lacroix a raison de le signaler, sur des modèles macroéconomiques qu'il faut faire tourner, on ne peut pas faire ça en 2 mois. Mais prenons un exemple. Quand on a demandé à la Banque nationale d'évaluer le coût des intérêts notionnels, combien de temps a-t-il fallu... Il y a une grande discussion là-dessus, oui, effectivement. Mais combien de temps a-t-il fallu pour qu'elle dépose son rapport? Ça a pris du temps, tout simplement. Pas parce que les économistes de la Banque nationale sont lents et de mauvaise qualité, que du contraire, mais parce que justement, ils sont bons, ils ne voulaient pas donner des résultats à la population qui serait sujet à caution. Donc, il faut distinguer le travail d'amateurisme de certains économistes qui vont dire ça va, ça coûte autant, sans beaucoup justifier leurs propositions, et un travail scientifique plus sérieux qui demande de la réflexion, des effets de court terme, des effets de long terme, et là, ça demande du temps, et je ne crois pas qu'on peut faire ça en 2 mois. Robert Terhul, ce serait de l'amateurisme de chiffrer. Non, mais il y a une chose qui est frappante. Ce qui apparaît ici très nettement, c'est que les gens qui font des propositions n'ont pas analysé l'impact. C'est ce qu'on vient de dire. Parce que si j'écoute, je constate qu'on lance en l'air sans avoir analysé l'impact, puisque on me dit il est impossible d'analyser l'impact. Donc, on joue au Vogelpick, on lance des affaires, et puis après on verra comment ça passe. Donc, je crois qu'il serait sage que les gens doivent justifier, parce que c'est un effort intellectuel qu'ils devraient faire eux-mêmes vis-à-vis d'eux, s'ils ont la moindre éthique. Et il faut cesser de courir après des voies, il faut proposer des programmes de long terme. L'exemple que je vous donnais, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il était connu, et scientifiquement connu. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'écoute pas et on ne veut pas entendre. Parce que si on fait de la démagogie, on ne veut pas entendre la voix de la raison et du scientifique. Et on rejette. Ça a été la même chose dans d'autres cas où il était clair qu'on pouvait démontrer scientifiquement certaines choses et qu'elles étaient là. Il ne fallait même pas les chercher. Donc ce que moi je demanderais aux partis politiques, c'est de justifier leur programme. Parce que ce que j'entends, c'est-à-dire, on lance, puisque nous ne savons pas les scientifiques l'analyser, eux sont capables de le lancer parce qu'ils ont après ça bricolé. Non. Qu'ils justifient. Et je crois qu'autour de la table, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord sur le plan du principe. Qu'ils justifient. Et qu'à ce moment-là, les scientifiques prennent leurs responsabilités et qu'on les écoute. Qu'on écoute parce qu'il y a des statistiques existantes, il y a des éléments très simples qui existent. Et là, vous avez parlé de démagogie, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, la proposition d'évaluer les programmes, elle n'est pas neuve, elle date de novembre 2010. Oui, mais c'est de justifier son programme. Mais là voilà, c'est une proposition de loi du CDNV qui proposait l'analyse par la Cour des comptes des conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 ans et demi? On s'est assis sur cette proposition, Didier Gossuin. Évidemment que c'est assis, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate? Et donc, c'est de la démagogie de la ressortir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont les partis de la majorité qui s'invectivent. Fiasco, caricature, peu crédible, enfin, on entend tous les mots. Or que ces gens ont des postes de ministres, ils ont des administrations, ils ont des cabinets, ils nous lancent des chiffres et ils sont contredits par l'ensemble des partis. J'ai entendu hier le CDH dire que c'est le fiasco fiscal, etc. Donc c'est pas très sérieux tout ça. Je dirais que des partis comme Écolo, comme le FDF, nous n'avons pas d'administration, on est dans l'opposition, mais eux ils ont des administrations et qu'est-ce que je constate? Ils disent tous les trois le contraire, l'un de l'autre. Ça montre bien qu'il faut être sérieux, que l'on donne des axes, mais qu'on cesse de faire croire aux gens qu'on va diminuer 100 € poche en plus pour l'un, diminution de la... Qu'on donne des priorités. Or, les partis politiques veulent avoir des chiffres loi toujours. Pendant 3 ans je n'en sais rien. Demandez à la majorité. Malheureusement, Madame de Molin, rien. Les choses ont traîné. Et pourquoi, Monsieur Sorel? Et on constate que chaque fois avant les élections, on ressort avec cette proposition. C'est la raison pour laquelle... Donc c'est de la démagogie, c'est la raison pour laquelle au CDH, maintenant. nous demandons, on voit qu'on s'est allé très vite dans un certain nombre de propositions, nous demandons que celle-ci soit votée d'ici la fin de la législature et on la mettra alors en place pour les élections futures. Mais avançons cette fois-ci sur cette transparence. Vous savez, je pense qu'on a quand même un intérêt collectif ici, dans quelque formation politique qu'on soit, de restaurer un minimum de climat de confiance avec le citoyen. Et pour ça, il faut travailler sur la transparence et sur la crédibilité de nos propositions. Et je suis assez étonné d'entendre qu'on ne pourrait pas objectiver financièrement un certain nombre de propositions. Vous savez, au CDH, on a des propositions en matière fiscale. Nous les avons chiffrées tant en dépenses qu'en recettes. Et moi, je n'ai aucun problème
à ce que le bureau du plan ou la Cour des comptes viennent vérifier à un moment donné la réalité des chiffres que nous mettons sur la table. Parce que promettre tout et n'importe quoi, je pense que ça décrédibilise l'ensemble du monde politique. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Et je ne vois pas en quoi, cher professeur, ce ne serait pas possible. Vous savez, alors, si on ne sait pas prévoir l'impact socio-économique d'une réforme, alors c'est quoi gouverner, hein? Il faudra bien le faire lorsque ça sera sur la table du gouvernement. Voilà. Enfin, c'est quand même surprenant, tout le monde est d'accord. Mais alors, Jacqueline Galland, vous voudriez que ça soit appliqué déjà pour les élections du mois de mai. Est-ce que ça, c'est pas une promesse en plus? Mais ça, c'est du n'importe quoi. Je suis la seule à participer peut-être ici autour de la table à la commission de l'Intérieur. Mais moi, et j'étais là. Madame Genot. Et je peux vous dire que la c'était première n'importe commission, quoi. la première fois que la proposition de loi a été examinée en commission, le PS a freiné des cas de fer et a demandé que des auditions soient organisées. Moi, j'ai refusé, j'ai voté contre le fait de faire des auditions parce que ça allait retarder le débat. On a eu les auditions et puis il y a de nouvelles propositions qui sont venues sur la table. On aurait pu déjà voter cette proposition de loi. C'est faisable au niveau des Pays-Bas. Je ne vois pas pourquoi en Belgique ce n'est pas possible qu'on puisse analyser objectivement. Encore une fois, Madame Galland, nous regrettons à 2 mois des élections et pas avant. Nous regrettons évidemment que cette proposition n'ait pas été examinée auparavant. Et de toute façon, comme nous l'avons dit en commission, nous, que ce soit la Cour des comptes, la Banque nationale ou une nouvelle organisation ou une collaboration de plusieurs institutions, mais nous voulons vraiment qu'il y ait une objectivation et qu'on donne du crédit aux différents programmes qui sont proposés. Donc je ne rejoins pas du tout l'analyse qui a été faite par monsieur qui dit que c'est infaisable. C'est quand même malheureux quand aux Pays-Bas c'est faisable et qu'ici en Belgique ce ne soit pas réalisable de manière tout à fait objective. Mais je pense qu'avec cette proposition, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de faire du n'importe quoi. Et donc, avec cette proposition même, ne faisons pas du n'importe quoi. Quand en commission, par exemple, j'ai demandé combien va coûter le fait de faire cette évaluation de qualité, à qui va payer ce budget et à quelle institution on va confier ce budget, etc. Personne ne savait même combien ça allait coûter de faire cette proposition. Alors, on fait exactement le contraire de ce qu'on propose dans le final, c'est-à-dire qu'on veut vite voter une loi sans même savoir combien elle coûte, est-ce qu'on donne les moyens humains à l'institution pour le faire correctement. Parce que pour nous, c'est très important que l'institution, quand on voit le modèle hollandais, donc, en Hollande, ça existe depuis longtemps. Il y a un organisme indépendant qui contrôle les programmes électoraux et qui remet une analyse qui est publique et qui est à la disposition de tous les citoyens. C'est vrai, pourquoi ça se fait chez eux et pas chez nous? Tout à fait. Ils n'ont pas eu besoin de loi. Ils font ça depuis les années 80. C'est en fait un parti qui a proposé au bureau du plan de le faire et puis peu à peu, le bureau du plan a offert le service à l'ensemble des partis. Ils ont construit un modèle avec vraiment une garantie de confidentialité pour que les partis soient en confiance. Je pense que c'est très important qu'il ne puisse pas y avoir un ministre qui vienne chipoter dans le modèle pour laisser d'arranger son programme. On ne peut pas faire la même chose chez nous? Eh ben, on peut faire exactement la même chose. Mais faisons-le aussi bien qu'eux, parce qu'eux ne s'arrêtent pas aux conséquences financières. Ils voient aussi l'effet du pouvoir d'achat sur les différentes catégories sociales. Ils voient l'effet sur l'environnement, l'effet sur la santé. Ils essayent vraiment d'avoir un modèle assez global. Donc, ne faisons pas de l'impro comme ça maintenant, juste avant les élections, pour faire un petit n'importe quoi qui va de toute façon aboutir à rien. Faisons un bon modèle qui, en effet, aidera les gens à voir plus globalement à court terme et à moyen terme. Vous voulez dire que pour les élections du mois de mai, c'est infaisable? Pour quantifier les programmes, cette fois-ci, globalement, c'est totalement infaisable. Et ceux qui disent le contraire sont des mensonges. On est à 60 jours des élections. Il faut être réaliste. Ce n'est plus possible aujourd'hui. En même temps, s'il vous plaît. Christophe Lacroix, est-ce que c'est faisable pour les élections de mai? L'ensemble des programmes politiques, non. Par contre, nous voulons, nous socialistes, et nous sommes rejoints par d'autres partenaires de la majorité, y compris Colo. Le MR est beaucoup plus dubitatif là-dessus, mais on comprend pourquoi, parce que la réforme fiscale, c'est de la pure camelote. Vous avez encore 2 mois pour régler vos comptes. C'est de la pure camelote. Ils viennent de changer encore des chiffres, des quotités exemptées, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement... Vous êtes au gouvernement sans interruption depuis 25 ans, vous auriez pu créer une institution pour évaluer les programmes électoraux. Madame Galland, vous avez eu le ministère des Finances. Madame Galland, vous avez eu le ministère des Finances pendant 10 ans, et vous recorrigez en dernière minute votre réforme fiscale. On a été le premier parti à demander une évaluation de notre réforme par la Cour des comptes. On a été le premier Nous proposons, donc, comme Mme Genot et d'autres partenaires de la majorité, d'examiner ça de manière correcte. Nous n'aurons pas le temps avant les élections. Donc focalisons-nous sur un sujet qui est la réforme fiscale. Et nous avons besoin des auditions pour faire cela. Vous contestez les auditions, alors que les auditions étaient très intéressantes et ont démontré comment on pouvait y arriver. Donc vous dites que la réforme fiscale, elle peut encore être évaluée dans les 2 mois qui restent. Et ça permettrait
permettrait d'éclairer. Les experts de la KUL savent le faire, un certain Voilà. nombre Mais d'autres institutions savent le faire. Oui, Et donc ils ça, ont c'est quelque chose qui est avoué faisable. eux-mêmes que leur analyse Sur une n'était pas analyse bonne. plus macro, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais le MR en a Oui, peur. oui, alors attendez, nous n'avons pas peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire une réforme fiscale? Ça ne veut rien dire une réforme fiscale. Dans quel sens? Dans quel sens? Quels sont les choix? Quelles sont les priorités? Monsieur Dosset, nous on a nos choix. C'est les partis Ils politiques. sont très clairs, ils sont chiffrés et ils peuvent demain être objectivés. Pas de problème. Pas de problème. Messieurs, pas tous en même temps. Et je voudrais... Monsieur Terwillig, Tu es un je vous en prie. citoyen. Qu'est-ce qui vous empêche de justifier vos propositions? Premier élément, vous les Ça s'est justifiez. fait. Non, ça ne se fait pas. Mais si. Non, non, Tout a je été vous demande de budgétisé. les justifier vis-à-vis du citoyen. Et il appartiendra au service d'études indépendants et aux citoyens de faire leurs commentaires. Et on passera simplement par une première transparence. J'annonce ça et voilà comment je vais le faire. Parce que vous avez des choses étonnantes. Regardez, on a rendu la circulation impossible pour des raisons écologiques à Bruxelles. Et qu'est-ce qui se passe? L'analyse Non, n'engage mais que attendez, vous. c'est très intéressant au niveau économique parce qu'on raisonne à un coût. À deux coups, c'est très intéressant pour l'État. Parce que pour l'État, il y a plein d'embouteillages, on consomme énormément d'essence, et qu'est-ce qui est gagnant? C'est l'État. Et Mais vous savez pas combien ça coûte en matière de moi, je veux santé. bien qu'on arrive à des Ne racontez pas aberrations. n'importe quoi. Mais Si non, les ne raconte experts pas racontent n'importe n'importe quoi, quoi. madame. Vous savez très bien ce que ça Le coûte sur au le niveau Brabant santé. wallon, vous ne le faites pas. Le nom- Pourquoi? Eh Pour ben, des raisons nous politiques. avions Madame investi Genot, dans le Monsieur Terwillig. Racontez n'importe quoi. Ne racontez Essayez pas de n'importe quoi. développer. Vous On savez est combien en ça train- coûte en matière de le coût, santé, vous avez les vu ce que ça particules coûte? fines? Combien ça coûte en madame, matière de Monsieur santé? pourquoi Terwillig, avez-vous Madame développé Genot, je le crois qu'on ne diesel? fait pas le Allez. débat sur la Non, non. mobilité. Ben non, il raconte On fait le n'importe quoi. débat sur Allez. l'évaluation des promesses électorales. Ce que je Et veux, je c'est voudrais qu'on l'expertise, avance. il a en matière Je de voudrais qu'on mobilité. avance Allez. là-dessus parce que vous avez Et de tous santé. parlé Mais de madame, ces c'est les organismes. autres coûts. Monsieur Terwillig, s'il vous Ouais, plaît, faut prendre tous les vous avez tous parlé de ces organismes de contrôle qui ne sont pas très chauds, qui ne se bousculent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour analyser les programmes. Ils ont été entendus à la Chambre. Je ne vais pas reprendre toutes leurs réactions, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne dispose pas en Belgique d'un organisme de contrôle qui pourrait faire ça de manière tout à fait neutre et indépendante, puisque tous viennent dire, nous, on est surbookés, on ne veut pas rentrer dans l'arène politique. Ouais, ça marche pas. Alors, Benoît Sorex. Aucun de ces organismes n'a dit qu'il n'avait pas la compétence technique pour le faire. non. Il manquait de temps et de moyens. Voilà, donc ça, c'est au pouvoir politique on de voit les doter cet réactions, organisme, hein. La Cour comme des ça se passe comptes. aux Pays-Bas, des moyens nécessaires pour pouvoir le faire. La Cour des comptes qui dit « Je lance un appel Ah à la oui. prudence quand il s'agit d'amener la Cour des comptes dans l'arène politique ». Le Conseil supérieur des finances, il ne faut pas sous-estimer la tâche. Une initiative comme celle-là demande un cadre, des moyens, Voilà. ainsi qu'un Ça, ils mandat ont très raison. clair. Ils ont Et raison. le bureau du plan, tout cela est bien beau et bien gentil, mais ingérable avec les moyens dont nous disposons. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'état actuel des choses qui pourrait effectuer cette tâche. C'est Didier clair que ce sont Gossuin. des missions importantes, et c'est parce que ce sont des missions importantes qu'il ne faut pas être démago. Hélas, encore une fois, durant cette campagne, on va dire tout et n'importe quoi à ce sujet. Il ne sera pas possible de l'évaluer, et chacun va s'envoyer des noms d'oiseaux. Et donc c'est fort regrettable sur le plan démocratique. Mais oui, nous avons de très bonnes institutions, il faut leur donner les moyens, et qu'en tout cas il y a un engagement, à défaut même de voter une loi, comme dit Mme Genot, qui ait au moins des engagements de doter dorénavant de moyens à ces institutions pour éviter la dérive actuelle auquel on assiste, notamment entre les partis de la majorité. Donc pour vous, c'est pour les prochaines élections qu'il faut Bon, le faire. écoutez, c'est pas possible à la fois de trouver les moyens pour le bureau du plan, d'engager des spécialistes et de leur Ouais. demander d'analyser toutes Ouais. les fadaises qui circulent actuellement. Hein. Mais bon, moi je me suis renseigné quand même un peu. J'ai vu qu'il y avait une centaine d'experts au bureau du plan. Il y a plus de 400 auditeurs, pardon, Oui, enfin, 400 ils auditeurs font à la autre Cour chose, des hein. comptes. Enfin. Bon, est-ce qu'ils ne sont pas un peu frileux? Je vous renvoie à la question, Bernard Jurion, puisque vous êtes membre, vous, du Conseil supérieur des finances. Non, je ne le crois pas. Je reste cohérent avec les remarques que j'ai faites tout à l'heure. Ben, ces gens sont engagés par le bureau du plan, par la Cour des comptes, etc. Ils ont des missions. Ils sont engagés pour remplir des missions qui existent aujourd'hui. On leur demande des prestations supplémentaires. Ouais. Dans un cadre qui est compliqué, parce que M. Sorex nous dit c'est très bien, la réforme fiscale, on peut l'évaluer. Ouais. Non, on l'évaluera avec des modèles à comportement de contribuables à changer, Il y a à des court terme. simulateurs Ben, pour le faire. Oui. Et vous connaissez l'évolution de l'activité économique. Vous savez comment le produit intérieur brut de la Belgique va évoluer dans les années qui viennent, l'impact des effets internationaux sur la Belgique. On est aujourd'hui, M. Sorex, une petite économie, très fortement ouverte vers l'extérieur. Notre niveau de vie dépend de décisions qui se prennent à l'étranger, de situations qui se prennent à l'étranger. Et tout à l'heure, je parlais de la réforme fiscale du début des années 2000, qui était planifiée sur plusieurs années successivement, tout simplement, et qui l'a été au fur et à mesure
que la situation économique de la Belgique s'améliorait. C'est vrai qu'à l'époque, on a connu une période de croissance du produit intérieur brut réel relativement substantielle. Maintenant, on peut peut-être faire l'hypothèse aussi. Personnellement, je la fais. Vous êtes d'accord avec moi que la réforme fiscale, entreprise à l'époque, a contribué partiellement, d'un pourcentage donné, à cette augmentation du produit intérieur brut de la Belgique. Mais ce sont des modèles compliqués qu'il faut traiter. Aujourd'hui, l'électeur, il n'a qu'à croire sur parole ces messieurs et dames qui sont autour de la table et qui s'envoient des chiffres à la figure on s'envoie des chiffres, à longueur de débat. Je crois qu'il faut être excessivement clair. Des chiffres, il y en a beaucoup quand même aussi. Hein. En tant qu'économiste, une réforme fiscale qui coûte 5 milliards pour l'un, 20 milliards pour l'autre. Attendez, c'est de 1 à 4. En tant qu'économiste, on peut faire des réflexions sur la faisabilité. Je crois qu'à la réforme fiscale, il faut quand même se rendre compte aussi qu'en Belgique, nous sommes un des pays d'Europe où les dépenses publiques représentent le pourcentage le plus élevé du produit intérieur. 55% en Belgique, pour 50% en moyenne européenne et pour 45% en Allemagne. Il faut en être conscient aussi. Donc, au niveau de la réforme fiscale, on peut très bien réagir, mais je crois qu'il faut lier recettes publiques et dépenses publiques. On ne peut pas faire la distinction entre les deux. Et dans le même temps, je crois que l'électeur a une possibilité de sanctionner. C'est l'élection suivante. Le parti qui n'a pas respecté sa parole, qui n'a pas rencontré le programme qu'il avait imposé. Alors, on va me dire, l'électeur oublie. Et c'est vrai, il est beaucoup plus influencé par les événements récents lorsqu'il vote que par des faits plus passés. Mais l'électeur qui est berné une fois par un parti, la solution, c'est de plus voter la prochaine fois pour un autre parti. Mais moi, je voudrais faire son choix en connaissance de cause. Vous avez raison. Ça, vous avez raison. Ça va être la Bérésina pour certains partis, alors. Moi, je voudrais vous rejoindre quand vous disiez tantôt que la Cour des comptes était assez frileuse parce qu'en fait, ils avaient peur de perdre leur indépendance, leur impartialité. Donc, moi, j'ai répliqué aux représentants de la Cour des comptes en disant qu'on leur demandait une analyse justement objective et donc on leur demandait pas de prendre position par rapport à un programme et donc d'avoir cette analyse objective. Et pour répondre une dernière fois à cette fameuse note de la KUL, je répète qu'il se basait sur un article de presse. Cette note faisait 2 pages et donc nous, ce que nous demandons, ce sont des analyses sérieuses. Et donc ici, nous avons la preuve que ce n'était pas une étude sérieuse. Une dernière question à vous poser à tous. Votre président fait marche arrière depuis lors. Sauf que notre président a eu un contact. Ce qui démontre quand même l'utilité d'avoir une expertise des programmes. Parce que depuis que les experts de la KUL sont intervenus dans ce dossier, je vois que la réforme fiscale du MR a été modalisée. C'est l'intérêt. N'a pas été modifiée. Oui, bon, pas sûr que les analyses feront l'unanimité. On le voit ici sur ce plateau. Une dernière question là-dessus. Est-ce qu'on pourrait obliger encore, dans les jours qui viennent, la Cour des comptes, le bureau du plan, à pratiquer ces analyses? C'est envisageable? Vous allez le faire? Si la proposition est votée, elle peut être votée la semaine prochaine, c'est à l'ordre du jour de la Commission de l'Intérieur, elle peut être votée, donc ça peut... Vu que la proposition prévoit 35 jours avant les élections. Que les chiffres qu'on lance, ça ne sera pas possible dans les 60 jours. Il faut avoir le courage de le dire. La proposition prévoit 35 jours avant les élections. Mais ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas possible. C'est aussi démagogique que vos réformes. C'est possible sur le plan de la réforme fiscale, ce n'est pas possible sur le plan des programmes politiques, et je rejoins M. Gauzouin, c'est la démagogie politique de la part du MR. Comme ça, vous pouvez lancer n'importe quel cadeau politique et les gens peuvent faire n'importe quoi. Alors, n'ayez pas peur que l'on examine la réforme fiscale du MR. 230 millions pour la gratuité des cantines. Vous avez peur, Mme Allez, je vous interromps. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Il nous reste très peu de temps, mais là, on va suivre et on verra effectivement s'il y aura ou pas cette évaluation des promesses fiscales. Il y a en tout cas une loi qui a fait beaucoup parler d'elle et là on a l'impression qu'il y a eu un cafouillage énorme, c'est cette loi sur le nom de famille. Alors récapitulons, à l'avenir on pourra choisir le nom du père ou le nom de la mère ou les deux dans n'importe quel ordre, mais s'il y a des accords ce sera le nom du père seul. Bon, j'ai l'impression d'une fameuse marche arrière, hein, Zoé Genoux. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi Ce qui est surtout dommage, c'est que c'est un dossier là, on dit que depuis 2013 cette proposition de loi attend, mais les propositions sur le nom de l'enfant, ça date d'encore avant 99. Oui, l'évaluation c'est 2010. On avait eu une grosse discussion en commission, des auditions, etc. Et puis le projet avait été enterré par majoritairement des hommes, parce qu'à l'époque le Parlement était moins mixte en séance plénière. Maintenant on revient avec. Il y avait eu en commission parlementaire vraiment à un moment
les parlementaires qui avaient dit on se détache un petit peu du texte du Parlement, on investit et on propose donc que les gens gardent le choix, comme en France, ça se passe très bien, mais que en cas de désaccord, eh bien, ce soit le double nom père-mère qui soit pris. Voilà. C'était le texte qui avait été voté en commission. Il est arrivé en plénière et là, ça a éclaté dans tous les sens. Des partis disant, comme le CDH, disant j'ai voté, mais je ne soutiens plus, et puis d'autres revenant aussi sur leur chose. Et du coup, on a dû renvoyer le texte en commission et on est revenu avec là quelque chose qui nous désole un peu. Enfin, une loi qui fait marche arrière par rapport à la proposition. En cas de désaccord. Donc le fait de dire en cas de désaccord, c'est d'office le nom du père. Et là, on se rend compte que dans des ménages où les rapports de force ne sont pas totalement équilibrés, on donne le pouvoir au père. Et ça, je ne pense pas que c'était vraiment souhaitable dans le cadre de cette discussion. Alors, l'Open VLD et probablement la NVA souhaitent que cette loi soit évoquée au Sénat. Que vont faire le CDH et le PS en la matière? Et est-ce que finalement cette proposition qui a été votée à la Chambre servira à quelque chose? Est-ce que le Sénat aura encore le temps de la discuter? Est-ce qu'encore une fois, ce n'est pas une proposition inutile? Benoît Sereix. Alors il faut quand même rappeler qu'on est là dans le cadre d'une proposition qui touche à l'identité des gens, hein, donc ce n'est quand même pas rien. Et donc nous regrettons c'est le CDH qui a voulu faire marche arrière. Nous regrettons la précipitation en fin de législature pour un projet tout de même aussi important. Et donc je crois qu'on aurait gagné à remettre ça à la prochaine législature. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Parlement? Vous savez, les parlementaires ne sont pas des presse-boutons. Les parlementaires sont aussi en droit, dans un projet comme celui-là, d'amender, d'être réceptifs aux réactions de la population. Et c'est ce que, en tout cas au CDH, nous avons souhaité faire. Alors, la proposition risque d'être transférée maintenant au Sénat, évoquée au Sénat. Et puis, on verra bien ce qui se passera une fois qu'elle sera au Sénat. Est-ce qu'il va y avoir des adaptations, des modifications? Je n'en sais rien. Je ne veux pas préjuger de ce qui se passera. Donc c'est une loi qui ne servira à rien, Christophe Lacroix. Bien sûr que non, puisque nous sommes le seul État avec l'Italie en Europe à ne pas avoir de loi sur le double nom de famille. Oui, d'accord, mais on en a une là. L'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Mais je veux dire, ce qui a été voté ici va être mis en cause et il n'y aura pas de changement. Mais écoutez, si les conservateurs, si tous ceux qui sont rétrogrades, et si tous ceux... Monsieur Lacroix. Monsieur Sereix, laissez-moi terminer. Oui, non, mais c'est qui? Monsieur Sereix, si vous quand on arrive avec des propositions, vous savez, la deuxième génération, il y a une dizaine de choix possibles, on va engendrer des conflits familiaux. Je ne pense pas que c'est une réaction conservatrice, Monsieur Lacroix. Mais Monsieur Sereix, peut-être pas la même vision. Il y a un proverbe en wallon qui dit que les rogneux, s'ils sont rogneux, ils n'ont qu'à se gratter. Soit. Donc ça veut dire celui qui se sent visé, il n'a que s'en gratter. Je réagis quand vous Donc j'explique effectivement que les conservateurs, que les rétrogrades, ceux qui vivaient encore au XIXe siècle, dans leur conception patriarcale des choses, mais c'est leur droit. C'est leur droit. Mais pourquoi ont-ils peur? Mais pourquoi ont-ils peur, Madame de Moulin? Pourquoi ont-ils peur? Ce ne sont pas des discussions inutiles parce que cette loi ne servira à rien. Absolument pas. Pourquoi ont-ils peur de permettre aux gens de choisir librement le nom famille? Pourquoi ont-ils peur d'étendre l'euthanasie aux mineurs? On n'enlève aucun droit aux autres, on en donne d'autres à certains sans nuire aux autres. Pourquoi refuse-t-on ce choix? Et donc pour nous cette proposition de loi est tout à fait essentielle. Les conflits familiaux. Mais il n'y a pas de conflit de famille. Mais si. Allez, mais c'est pas vrai. Il nous reste 30 secondes. Didier Gosselin. Il est incontestable que dans ce dossier aussi, c'était la cacophonie entre les partis de la majorité. Mais la proposition qui vient du gouvernement crée effectivement de l'insécurité. C'était une solution simple. On va rester là sur cette image quand même de fin de législature un peu chaotique. Allez, merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouve dimanche prochain. Bon appétit, bel après-midi à vous, au revoir.